Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces nouvelles fiches de lecture ou points lecture, il va vraiment falloir que je décide comment j'appelle cette émission. Dans cette émission, nous allons passer l'enregistrement sur l'écran du milieu pour avoir mes notes de lecture sur la page de gauche. Parfait. Dans cette émission, nous allons revenir sur mes lectures du mois de décembre. J'ai lu que 3 bouquins parce que j'ai sauté plein de jours de lecture parce que David et Jérémy venaient passer les fêtes à la maison, donc du coup j'ai profité de leur présence et j'ai souvent skippé mon heure de lecture pour passer. J'ai souvent passé mon heure de lecture pour passer du temps avec eux. Oh. Ça va être un très bon point lecture. Je pense que point lecture ça marche mieux. Mais vous savez quoi? On va mettre un petit ici. Tiens, voilà. Hop là. Ici, vous allez pouvoir me donner votre avis. Les fiches de lecture ou le point lecture. Comme ça, vous allez me donner votre avis et on avisera à ce moment-là. Ça va être un épisode assez positif parce que j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont plu ce mois-ci. Je vais faire une petite mention d'abord, une petite mention honorable à un de mes cadeaux de Noël. Enfin, je range tout ça avant de filmer le 50-50 parce que j'ai fini d'écrire le 50-50, donc il va falloir que je le... On s'en bat les couilles. Parce que moi, le moment où je vais sortir ça, le 50-50, il y aura encore tout le travail de montage. Tais-toi, tu parles trop, arrête de penser à voix haute, espèce de connard, on va faire ça pour Noël. Les turbos classiques, j'arrête pas de dire de Popézy, mais c'est pas de Popézy, c'est de Popézy et Esquimopêche. Je crois que c'est Esquimopêche qui fait les dessins, Popézy qui écrit tout simplement. Mais vous connaissez peut-être, c'est Popézy, vous pouvez le suivre sur Twitter et sur Facebook, j'imagine. Pas sur Insta, j'ai essayé de le taguer sur Insta et il n'y était pas. Donc c'est Popézy, ça ressemble à Poésie, mais il y a un P, Popézy. Il fait des petits strips où il résume des classiques de la littérature avec des canards. Putain, c'est con quand tu le résumes. C'est à la fois très drôle et très précis, très pointu dans le résumé, parce que c'est vraiment résumé en 4 cases à chaque fois. Je l'ai bouffé le 25 au matin, je l'ai fini en une matinée. C'est au départ, j'ai lu que les résumés des livres que je connaissais déjà. Et en fait, même quand tu lis ceux que tu connais pas, ben ça fonctionne très bien. Là, j'ai Orgueil et Préjugés sous les yeux, il est vraiment très très bon. Il y a Le Dormeur du Val qui est très bien résumé aussi, Le Dormeur du Val de Rimbaud. On va vérifier ça très très vite parce que j'ai peur de dire une connerie. À peu près sûr que c'est Rimbaud. C'est ça, c'est Rimbaud. Le Dormeur du Val, c'est Rimbaud. Bien sûr que c'est Rimbaud, personne n'hésite là-dessus. Enfin bref, je vais pas vous faire le détail. Si jamais vous avez des amateurs de littérature dans votre entourage, suggérez-lui au moins d'aller voir les strips sur internet, c'est gratuit, ce serait compte sans privé, mais achetez le bouquin si vous pouvez, ça voilà, encouragez les jeunes talents. Et lui, il est très bon. J'y mets pas de notes parce que c'est un recueil de strips, c'est très bon, voilà, c'est très bon. J'ai commencé le mois avec quelque chose qui avait vraiment titillé ma curiosité, je m'étais dit, je sais pas parce que ça c'est vraiment présenté comme des bouquins pour jeunes lecteurs. Tu sais, jeunes lecteurs, il y a toujours l'aspect un peu, ça s'adresse aux jeunes, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça va pas être un peu simpliste, un peu... Ce rêve bleu de Lise Braswell, traduction de Laurent Lager. J'ai les notes sous les yeux, je devrais vous partager mes notes de lecture, genre sur des Google Docs ou des trucs comme ça, bref. De la collection Twisted Tale. Donc c'est ma porte d'entrée dans cette collection. Eh ben on va y revenir. Je lui ai mis un B à celui-là. Parce que... Je vais vous résumer le bouquin d'abord. Au sultanat d'Agraba, le grand vizir veut s'emparer de la lampe magique pour destituer le sultan. Pour ce faire, il a besoin d'Aladin, un jeune vaurien orphelin qui est tombé amoureux sans le savoir de la princesse Jasmine, fille unique du sultan. Aladin prête son aide sans le savoir, il sait pas grand-chose, prête son aide sans le savoir au vizir et lui ramène la lampe sans savoir... Putain, mais combien de fois j'ai écrit sans savoir, bordel de merde, voilà, c'est pour ça que moi je serais pas un bon auteur, c'est parce que... C'est juste que je me suis parlé. Sans savoir, encore une fois, qu'elle donne accès aux immenses pouvoirs d'un génie. Pour contrer Jafar, Jasmine, Aladin et tous les vauriens d'Agraba organisent la résistance. Le point pivot, c'est le moment où... je vais partir du principe que vous avez vu Aladin, donc si vous faites partie des 10 personnes dans le monde qui n'ont pas vu Aladin, je suis vraiment désolé. Le point pivot, c'est le moment où Aladin retombe dans la caverne aux merveilles une fois que Jafar fait « Ton ultime récompense !» parce qu'il fait ça dans le dessin animé. Il y a Abou qui lui subtilise la lampe, et si Abou lui avait pas subtilisé la lampe? Et si Jafar finissait avec les lampes magiques et que du coup Aladin se retrouve prisonnier de la caverne de merveille. Alors, je m'attendais à un livre un peu léger. Page 2, on apprend que l'ancien sultan a été empoisonné. Page 4, on vous lit la phrase « Tu finiras la tête au bout d'une pique avant tes 16 ans, fillette !» C'est une approche un peu réaliste disons, du Moyen-Orient médiéval, quoi. Moyen-Orient médiéval, je pense que c'est à peu près là que ça se passe, en termes de temps et d'espace. Je vais lire mes notes comme je fais souvent, parce que c'est
savez, je prends mes notes à des moments où je ressens un truc précis dans l'écriture du livre, dans la lecture du livre, et du coup, vaut mieux me focaliser sur ces ressentis-là. Le deuxième chapitre est une réécriture de la première scène du film. Donc vous voyez de quelle scène je parle. Ça permet non seulement pas la scène du vendeur ou de Jafar enfin de Cassim qui finit enfermé dans la caverne de Merlin, la première scène où on voit Aladdin. Ça permet de donner le ton du livre via l'écriture de l'auteur, mais ça permet surtout d'ajouter des détails pour rendre la scène plus immersive. Par exemple, le butin des gamins des rues au début, vous voyez les gamins des rues avec lesquels Aladdin... Non, ils partagent pas son pain, il leur donne le pain. Donc on apprend leur butin, en l'occurrence c'est des os et de l'écorce de melon, tu sais, ça te place dans une réalité vachement plus crue. La vision d'Aladdin du sultan, qui est un point qui est jamais abordé dans le dessin animé, en l'occurrence un gouverneur gras qui ferme les yeux sur la misère de son peuple. C'est plus dur, il y a gros chat qui miaule, ça va me faire chier. On parle un peu de la mère d'Aladdin, bref, on parle beaucoup des livres bien adaptés en film, et là j'avais l'impression de lire un livre qui serait la bonne adaptation d'un film. Je vais aller voir ce que veut gros chat. Alors il y a un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que le livre est... si vous voulez, il y a un double tranchant du fait que ce soit dans un univers qu'on connaît déjà, avec des personnages qu'on connaît déjà, parce que... D'un côté, c'est simple, t'as pas besoin de nous faire sentir émotionnellement attachés aux personnages, on l'est déjà. Mais d'un autre côté, faut pas trahir ces personnages. Faut que ce soit précis dans la retranscription de ta perception d'Aladin. On n'a pas tous la même perception d'Aladin, et faut avoir compris ce qui a fait d'Aladin un bon personnage. Du coup, c'est compliqué. Oui, quelque chose dont j'avais très très peur. Le traducteur a vraiment eu l'intelligence de traduire les dialogues des différents protagonistes qui apparaissent dans le film, exactement comme dans le film. Par exemple, dans les adaptations en live-action de Disney récents, beaucoup de phrases qui sont reprises du dessin animé original sont changées, mais tu sais, des détails, des trucs, et du coup, t'as pas la sonorité de la phrase telle que tu l'as retenue de quand t'étais jeune, et ces phrases-là, elles sont ancrées en nous, quoi. Enfin, en nous, la génération qui a grandi avec Disney. Donc c'est dommage, mais là, le traducteur a compris qu'il fallait rester fidèle au mot près, à l'exception de quelques formules qui ont été mal traduites dans le dessin animé original. L'exemple qui me vient, c'est quand Jafar va voir Aladdin dans les geôles, et qu'il lui dit en français connais-tu la règle d'or? Les princesses aiment les princes qui ont de l'or. Tu vois, quand je dis qu'on a grandi avec, je déconne pas. Et c'est une très mauvaise... Enfin, c'est pas une très mauvaise traduction. Ils font de leur mieux parce que c'est intraduisible. En anglais, c'est... Do you know the golden rule? The one who has the gold makes the rule. Enfin voilà, faut faire un jeu de mots sur gold et rule. Et du coup, ils ont traduit ça de façon un peu plus fidèle à l'esprit du... Bref, la traduction est vachement intelligente. Attendez-vous à ce que des gens meurent. Je veux pas... Parce que bon, j'ai commencé ce bouquin en mode j'ai besoin de légèreté. Je venais de finir... la parenthèse sur les jumpscares, après le point culture sur les films d'horreur, franchement j'en pouvais plus, sur les clichés de films d'horreur. J'avais besoin de légèreté, je me suis dit, Disney, t'es toujours là quand j'ai besoin de légèreté. Et je l'ai dit, mais non, mais t'as oublié la facette de Disney qui est absolument pas légère. Attendez-vous à ce que des gens meurent, et pas un ou deux personnages, il y a... ça... Et comme c'est des personnages auxquels t'es attaché, ça pique, ça picote. Et c'est pas des personnages auxquels tu t'attends spécialement à ce qu'ils meurent, et du coup ça fait... mal. Ça fait mal à l'intérieur. Bref. L'aspect plus monde réel permet des vannes, genre le génie qui dit à Jasmine et au sultan qu'ils forment un très beau couple. La première fois qu'il les voit, c'est marrant. Je suis désolé pour Gros Chat, il miaulait pas quand j'ai commencé à tourner. J'ai écrit le livre marche sur la corde très raide entre développer logiquement le film et rationaliser le film. Et ça, c'est un défaut qu'ont beaucoup des live-action, des remakes en prise de vue, réelle des dessins animés de Disney, c'est qu'ils ont tendance à corriger certains détails du film. Par exemple, La Belle et la Bête. Ils disent la sorcière elle jette un sort sur le château mais aussi sur l'environnement pour qu'ils oublient qu'il y a un prince. C'est pour ça que tout le monde a zappé qu'il y avait un prince. Ça fait partie de la malédiction. C'est trop, c'est rationaliser le film, et c'est un truc qu'il faut pas, parce que c'est de l'imaginaire si vous voulez, ça a pas besoin d'être rationalisé. Bref. Gros Chat, t'es très chiant. Tu veux sortir et qu'il pleuve pas, c'est ça que tu veux. Là où c'est bien fait aussi, c'est que les personnages sont poussés, à l'exception du génie, qui de toute façon pouvait difficilement être bien adapté dans un cadre plus réaliste, plus ancré dans le monde réel, plus vraisemblable on va dire. Les personnages humains, on va dire, sont beaucoup plus... Ils sont plus sous pression, du coup ils ressortent mieux. Par exemple, Aladdin, n'ayant pas le génie à ses côtés, doit être plus courageux, doit être plus inventif. Jasmine pareil, elle doit faire preuve de plus de malice pour échapper à Jafar.
Jafar, lui, il est beaucoup plus machiavélique, parce qu'on se dit, Jafar, avec juste le pouvoir du sceptre, il est déjà machiavélique. Jafar, avec le pouvoir du génie, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Et ben le livre a une très bonne approche de ça. Il se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'un gars comme Jafar pourrait vouloir s'il avait déjà tout ce qu'il désire dans le dessin animé? Évidemment, il voudrait encore plus, et qu'est-ce qu'il voudrait? C'est décrit là-dedans, je vous le spoil pas, parce que c'est vraiment une très très bonne invention. Maintenant, le truc qui fait que j'ai mis que un B, bah en fait, c'est con, mais ça se limite à la fin, quoi. La fin est vraiment décevante. La fin est pas bonne, en fait. c'est moche, mais la fin est à la fois invraisemblable, et elle est pas satisfaisante, quoi. C'est un bon exercice de style qui ne va pas dans la bonne direction, enfin qui va dans la bonne direction, mais qui n'arrive nulle part. Et du coup, c'est un peu dommage, mais ça reste un très bon livre. Si on exclut les 20 dernières, pas les 20 dernières pages, les 10 dernières pages, c'est vraiment un plaisir à lire. Putain de gros chat de merde. C'est bien. C'est bien, et je vous le recommande, en particulier, évidemment, si vous avez aimé le Aladdin. Je pense que ça se lit aussi sans avoir vu Aladdin. Mais ça s'apprécie beaucoup mieux si vous l'avez vu, si vous avez les personnages en tête, si vous avez déjà... Notamment Jafar, je trouve qu'il développe pas assez Jafar au début. T'es connecté à Jafar parce que t'as le personnage en tête. Iago, c'est très fort ce qu'ils ont fait d'Iago là-dedans. Bref, gros kiff, et très chaude recommandation de ma part. Le temps du déluge de Margaret Atwood, la suite évidemment de Le Dernier Homme qui se trouve ici dans ma petite étagère à A. C'est là que je mets les livres auxquels j'ai mis A. La Servante Écarlate, Le Dernier Homme, Misery de Stephen King, Captive de Margaret Atwood, Les 7 morts d'Evelyn Arcasol et La Planète des Singes. Et donc, Le temps du déluge de Margaret Atwood, puisque ce livre a un A évidemment en petit résumé. Enfin évidemment, c'était pas évident, mais c'était évident. Alors que l'humanité se dirige inexorablement vers une catastrophe qui la rayera presque entièrement de la planète, les jardiniers de Dieu se préparent à la fin du monde en apprenant à respecter à la fois la terre, les animaux et l'homme. C'est l'histoire d'un petit îlot qui, dans un monde où la folie... îlot métaphorique. Qui, dans un monde où la folie, le plaisir et l'excès sont devenus la norme, choisit la raison et l'amour comme nouvelle religion, comme un bateau avant le déluge. C'est le tome 2 donc, de cette histoire que j'avais beaucoup aimé. Donc Oryx et Crake traduit Le Dernier Homme en français. Traduction de Jean-Daniel Brech, pardon, j'avais oublié. Et Jean-Daniel Brech, que je vais redire son nom plusieurs fois. Jean-Daniel Brech, il s'appelle le monsieur. Je le dis parce que le taf de traduction est incroyable sur celui-là. Il y a énormément de néologismes qui sont très bien traduits. Je regrette que ces livres aient pas plus de notoriété, parce que j'adorerais pouvoir... vous savez que c'est un succès genre Harry Potter, que je connaisse les mots à la fois en anglais et en français, tellement c'est populaire et tellement on voit les noms partout en anglais et en français. J'adorerais voir toute une communauté qui fleurit autour de cet ouvrage, qui évidemment transpire l'intelligence. Margaret Atwood, elle est... elle a un parcours universitaire de barge, elle s'y connaît en histoire, en sciences, elle est... C'est genre la personne qu'admire les personnes que tu admires. Donc la plupart du livre se passe dans la communauté des jardiniers de Dieu, qui sont un espèce de petit collectif. Je vais pas dire vegan, parce qu'ils ne sont ils le sont pas dans la lettre, ils le sont dans l'esprit, c'est-à-dire ils sont pas vegan à proprement parler, dans le sens où déjà ils cultivent du miel, donc d'emblée, non. On va aborder aucun débat à ce sujet. Mais ils sont vegan dans la lettre, si vous voulez, dans l'esprit plutôt, si vous voulez, parce que ils veulent renouer avec la terre, ils veulent renouer avec des valeurs fondamentales, des valeurs fondamentales que la civilisation semble oublier autour d'eux. Et au départ, j'ai été très partagé avec ça, parce que, en fin de compte, j'ai un point de vue très... je crois que c'est un point de vue très français sur la religion, qui est... comment c'est difficile à formuler. Le monde dans lequel j'ai grandi voit vraiment la religion avec un espèce de mépris bienveillant, si vous voulez. Je vois pas de meilleure façon de le formuler. En fait, c'est moi... J'essaie de faire ma critique en même temps que j'essaie de gérer les chats, c'est très compliqué.
fait, c'est moins du mépris, de la condescendance, finalement. Bref, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est une approche que j'aime pas. Et donc, il y a cette espèce de... Et donc, j'avais du mal à dépasser cette espèce de cliché, de préjugé qui est ancré en moi que la religion, c'est vraiment la béquille de la pensée, si vous voulez. Et ça se sent que Margaret Atwood, je sais pas si elle est croyante elle-même, mais en tout cas, elle a manifestement grandi dans un univers où la religion est beaucoup plus, le christianisme en l'occurrence, est beaucoup plus institutionnalisé, si vous voulez. Bref, je sais pas si je suis clair, je veux surtout pas blesser qui que ce soit, ni voilà, mais je vous décris juste cet écart de perception de la religion qu'il y a entre l'auteur et moi, le lecteur, qui fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai fini par rentrer dedans, j'ai fini par me dire, ils sont religieux par nécessité d'avoir foi en quelque chose, pas parce que il leur manquait quelque chose, ils ont remplacé ça par de la religion. Non, ils avaient besoin de croire en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'ailleurs c'est très intelligent de la part de Margaret Atwood d'avoir fait que la plupart des personnes d'autorité dans parmi les jardiniers de Dieu qui sont pas une secte, mais qui sont un groupe uni par une croyance, si vous voulez, mais qui sont pas une secte. Une secte, c'est plus... Il y a une définition précise de secte, ils correspondent pas à cette définition. J'en ai marre des chats. Ça y est, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul, les chats. Viens, Mimi. J'en ai marre. Et en fait, c'est assez cohérent, étant donné le futur que dépeint Margaret Atwood, c'est assez cohérent que le groupe qui ait voulu garder un semblant d'espoir et qu'on suit se soit rattaché à des valeurs terrestres. Et là où je trouve que c'est bien fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens qui ont un statut important hiérarchiquement dans les... Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais il y en a qui ont des statuts un peu plus importants, qui sont responsables, si vous voulez, de certains trucs. C'est bien que ces responsables-là aient en effet des docteurs, des médecins, des anciens scientifiques, bref, des gens qui croient, mais qui croient de façon rationnelle, c'est-à-dire... ça a été très bien fait, je trouve, de sa part. En parallèle avec ça, je vais en parler parce que je l'ai noté, ça m'a... En parallèle de ça, dans cet univers-là, il y a une chaîne de fast-food qui s'appelle les Secret Burgers, avec l'accroche tout le monde aime les secrets, et les secrets, c'est ce qu'il y a dedans. Et elle laisse entendre que personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais des fois, il y a des clodos qui disparaissent, et ils vont probablement finir dans les burgers. C'est... Mais on sait, je le savais, si vous voulez, dans le dernier homme, il y avait elle nous avait déjà décrit ce futur-là, et je suis très, très fan de ce futur-là. C'est vraiment la dystopie génétique, si vous voulez, voilà. Quand je ferme le livre, je suis encore dedans, quoi. On rentre très bien dedans. Il y a des chants religieux qui remercient la nature, qui remercient... Il y a des saints, les saints, c'est des gens qui ont protégé la nature dans notre monde à nous, dans notre chronologie à nous, du coup c'est rigolo. On apprend à mi-bouquin, enfin pas à mi-bouquin, à 2/3 bouquin, que le lien qui unit l'un des personnages aux personnages principaux du roman d'avant, les deux bouquins se rejoignent de façon très organique, très naturelle. Tout concorde, en fait, ça a vraiment l'impression de lire une autre partie du premier bouquin, de lire ce qui s'est passé dans le premier bouquin, mais vu par quelqu'un d'autre, et qui a vécu autre chose, du coup les deux s'enrichissent, et j'ai vraiment hâte de lire le troisième opus pour savoir, pour boucler le truc, quoi. J'ai parlé du travail de traduction qui est absolument génial. Il y a plein de jeux de mots, c'est là que tu vois que la traduction est très bien faite, c'est qu'il y a plein de jeux de mots en français, et je me dis pas, ouais, celui-là en anglais, je vois qu'est-ce qu'il a essayé de faire, en anglais il marchait mieux, c'est un peu maladroit, mais bon, faut bien traduire. Là, il y a des jeux de mots français, je sais pas du tout qu'est-ce que c'était en anglais. Il y a des jeux de mots, je peux pas déduire ce que c'était en anglais, parce que la traduction française est nickel. Elle fonctionne très bien toute seule. J'ai écrit la grande force du livre, comme du précédent, c'est qu'il joue vraiment à fond la carte de la tragédie en te spoilant tout, petit à petit, tu sais où tout va, tu sais que ça va être la merde, à court, long et moyen terme, du coup tu es pris dans le suspense de savoir comment on va y finir, mais surtout ce qui va se passer d'ici là. C'est un peu comme si je vous disais là maintenant, c'est quand même ironique que je vous parle de ça, alors que à la fin de la vidéo, je vais me faire trancher la main. Tu vois, tu sais ce qui va se passer, mais ça introduit un suspense. Tu te dis, attends. C'est pas vrai, je vais pas me faire trancher la main à la fin de la vidéo. Je reprends. Loin de gâcher la lecture, ça l'intensifie sur plusieurs niveaux,
Genre là, j'ai écrit ça page 423. Genre là, on vient d'apprendre que Ren a passé, un des personnages principaux, a passé un entretien d'embauche pour devenir danseuse dans une boîte de striptease, globalement, très globalement, parce que c'est pas vraiment une boîte de striptease, c'est... Bref. Le gars a accepté, donc cet entretien d'embauche, mais elle a trouvé mieux, donc elle a accepté mieux. Sauf qu'on sait déjà qu'elle va finir danseuse dans une boîte de striptease. Et du coup, tu te dis, mais comment elle va finir là si elle a refusé d'y aller Bref, excellente gestion du suspense, excellente construction d'univers, c'est vraiment ça qui fait la force des deux romans, du Dernier Homme et du Temps du Déluge. Le Dernier Homme, j'ai mis A+, celui-là c'est juste un A parce que y a pas la découverte. Je vous le recommande très chaudement, mais je vous recommande très chaudement le tome d'avant aussi, et je me recommande très chaudement de lire le 3e tome de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Depuis que j'ai recommencé les lectures, ça a vraiment été mon gros coup de cœur, ça a été cette saga. Et on finit, comme tous les mois, par le roman d'un d'entre vous Alors, il a une belle histoire, ce roman, c'est le neveu, sauf... il me semble que c'est le neveu de l'auteur qui m'a dit est-ce que tu peux lire et parler du bouquin de ma tante sur ta chaîne? Je lui ai répondu écoute, déjà mes critiques elles sont pas spécialement agréables à entendre, enfin quand j'ai pas aimé elles sont pas agréables à entendre et ça peut faire très mal même quand tu l'as voulu. Alors si ta tante veut que je parle, si ta tante veut que je lui dise ce que je pense de son livre, au moins que ce soit elle qui me contacte quoi. Je vais vous lire le résumé d'abord. La jeune Lila, capable de communiquer avec les plantes, voit son foyer attaqué par une créature maléfique composée d'os humains et de végétation en décomposition. Flynn, un chat, lui aussi doté de pouvoirs spéciaux, c'est parler aux plantes, Flynn, un chat, lui doté de pouvoirs spéciaux, notamment de communiquer par la pensée, lui apprend qu'elle est une Sinalia, une personne qui a reçu un don d'Aliel, et qu'elle doit retrouver les autres personnes possédant un tel don pour faire obstacle à l'entité maléfique Orga, esprit malfaisant trouvant son bonheur dans le chaos et la destruction. Bon là c'est toujours particulier parce que je sais que l'auteur me regarde, je sais que tu me regardes, non, je sais que l'auteur, donc Sarah Schneider, Schneider, moi je dis Schneider, je le prononce à l'allemande, je sais qu'elle va regarder cette vidéo et que donc je m'adresse directement à elle, évidemment elle n'est pas la seule à regarder cette vidéo, mais voilà. Et là tu vois, quand tu regardes ce genre de roman, c'est typiquement le genre de roman que j'aime vraiment pas. C'est-à-dire, le titre est extrêmement bateau, le titre c'est Les Enfants d'Aliel, tome 1, le grand éveil. C'est vraiment les personnages, tome 1, le début. Il y a beaucoup de romans qui font cette erreur. C'est pas vraiment une erreur, c'est plus un cliché si tu veux. Ça plus la couverture qui fait très dessin amateur, mais en même temps je me faisais la réflexion en le lisant. Si je m'étais fait la même réflexion sur Harry Potter, la première couverture Harry Potter, je serais passé à côté d'Harry Potter. C'est-à-dire, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est exactement ça. C'est personnage dans son décor, avec une couverture qui fait dessin amateur. Et je serais passé à côté d'Harry Potter. Donc, comme quoi, faut pas juger un livre par sa couverture. Est-ce que celui-ci, faut le juger par sa couverture? Mais si tu fermes ta gueule, tu veux pas sortir, t'es sorti 4 fois déjà. Et t'es rentré 4 fois, parce qu'il pleut. Donc je sais qu'elle va regarder la vidéo, et j'ai lu sur Instagram qu'elle était consciente que ça pouvait piquer, et que c'était pas quelque chose qui lui faisait spécialement peur, parce que elle aimait avoir des retours objectifs et des retours constructifs sur son roman. Et pour ça, je suis vraiment désolé. Parce que je vais pas être très constructif, parce que j'ai pas grand chose à te conseiller. J'ai beaucoup hésité pour la note. J'ai failli mettre un B+, et finalement je voyais aucune raison de pas te mettre un A-. Enfin, de mettre à ton roman de mettre à l'expérience que j'ai fait de ton roman un A-. Le truc qui a fait que je suis passé à A-, le truc qui a fait que j'ai hésité, c'est je me suis demandé, est-ce que je peux vraiment ranger ce roman dans la même catégorie que La Servante Écarlate, Misery ou La Planète des Singes? Puis je me suis rappelé, descends de ton ego, Alexis, parce que tu sais pas qu'est-ce qui... Quand tu mets un A, ça veut pas dire c'est un chef-d'œuvre littéraire. Quand tu mets un A, ça veut dire t'as vraiment passé un très bon moment. T'as vraiment passé un excellent moment à lire le livre. Et j'ai vraiment passé un excellent moment à lire le livre. C'est pas parfait, mais je vais lire mes notes, ça va être plus rapide, ça va être plus simple.
À mon fouet. Page 17, j'ai écrit que j'ai déjà envie de le recommander à tous les jeunes qui veulent s'essayer à la fantasy. C'est le genre de livre que la plupart des gens veulent écrire. J'ai résumé, personnage A découvre des pouvoirs magiques ou se sent investi d'une mission qui va changer le monde et répond à l'appel. C'est le résumé de pratiquement tous les jeunes tous les livres de jeunes auteurs que j'ai reçus depuis que j'ai commencé les fiches de lecture ou les points lecture. Je suis sarcastique, j'ai écrit après. L'auteur évite tous les pièges, les personnages ne parlent pas comme des aliens, on n'a pas 50 noms à 8 syllabes à retenir dès l'intro, dont 46 n'auront aucune importance passé la page 10. C'est assez agréable. C'est un reproche qui revient relativement souvent et que je vais continuer à faire parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes auteurs qui font cette erreur-là. Mais en l'occurrence, pas du tout. Les personnages sont très identifiables, très carrés, très bien construits, très délimités dans qui ils sont. Tous les personnages n'ont pas un nom qu'il va falloir retenir parce que ils ont fait telle chose qu'il va falloir retenir. Pourquoi ? On sait pas, ça peut servir à rien. Non, là tout va quelque part, tout est carré. Ils ont tous quelque chose qui fait qu'on les apprécie aussi. Ils ont tous beaucoup de qualités. Mais ils ont tous des défauts, ils sont pas trop lisses. Ils font aussi des erreurs. J'ai quelques reproches à faire quand même. C'est vraiment du détail, du pinaillage, c'est rien quoi. C'est plus sur la forme que sur le fond. Parce que vraiment, le truc qui fait que j'ai mis un A, c'est je me suis posé les questions que je me pose d'habitude, c'est-à-dire est-ce que j'étais encore dans le livre quand je fermais le livre ? Clairement oui. C'est-à-dire tu te poses des questions cons, genre si j'étais un Cynalion, qu'est-ce que j'aurais comme pouvoir ? Comment est-ce que... Parce que le méchant, enfin la méchante Orga s'immisce dans les pensées des humains, s'immisce dans nos pires côtés et les amplifie pour déchaîner le chaos. Et je me dis qu'est-ce qu'elle ferait de moi quoi. Si Orga était... Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout ce qui est surnaturel est lié à quelque chose de concret quand même. C'est-à-dire les pouvoirs d'Orga viennent pas de nulle part, ils sont liés aux défauts humains. Les pouvoirs magiques de tel ou tel personnage sont liés à leur personnalité, c'est-à-dire il y a un personnage qui a le pouvoir de manipuler le feu, et en fait tu visualises très bien que c'est parce que elle a cette espèce de colère qui a jamais eu l'occasion de s'exprimer, qui bouillonne en elle, et du coup c'est une très bonne métaphore, parce que c'est ça bouillonne, et puis au bout d'un moment ça sort, et c'est pour ça qu'elle maîtrise le feu. Il y a un personnage qui aimerait que toute l'attention soit portée sur lui, et son pouvoir c'est de devenir invisible, et pour devenir invisible il doit faire comme s'il n'existait pas, et ça lui coûte énormément, enfin bref, c'est très bien écrit. Tout l'aspect magique du roman est vraiment très bien. Par contre, j'allais dire défaut, il n'y a pas assez de chapitres. c'est con hein, comme reproche, mais j'aime bien quand le livre respire plus. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de découpage. J'ai pris un exemple là, il y a une héroïne, l'héroïne vient de vivre un truc traumatisant, je vais pas vous spoiler, page 28. Je vais pas vous spoiler la page 28, c'est vous dire si j'ai envie que vous le lisiez. Putain, il faut que vous le lisiez. Pas il faut que vous le lisiez. Au départ, je voulais le recommander à tous les gens qui voulaient écrire de la fantasy, et vraiment, j'ai envie de le conseiller à tous les gens qui aiment lire, en fait. Vous allez pas être transcendé, ça va pas changer votre vie. C'est une histoire. C'est une histoire vraiment, vraiment chouette. Bref. L'héroïne vit un truc traumatisant, elle perd connaissance, et là, il y a 3 phrases et elle se réveille. Ça aurait été bien de glisser un saut de chapitre là. D'autant plus que globalement, le livre aborde 2 points de vue différents. Il y a le point de vue de Lila et le point de vue de Carson, qui est un autre Cynalion, du coup Cynalion, qui est un autre Cynalion qui vit à l'autre bout des terres franches, donc le monde dans lequel le roman évolue. C'est vraiment pas un reproche, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé, c'est qu'on voyage plus fréquemment d'un point de vue à l'autre, parce que ça aurait maintenu le suspense plus... Mais franchement, je m'en fous, enfin, je veux dire, le suspense, il était maintenu, mais ça aurait peut-être été mieux, peut-être, je sais même pas. Moi, en tout cas, j'aurais plus vu passage d'un point à l'autre, avec des cliffhangers en fin de chapitre, enfin des petits cliffhangers, des petits... Voilà, moi j'aurais plus fait comme ça. Maintenant, c'est très bon. C'est très bon, donc les conseils que je donne, ça peut même être dommageable. Bref, l'antagoniste est génial. J'aime beaucoup Orga.
J'ai écrit « J'aime beaucoup que son nom soit les premières syllabes d'organisation, alors qu'elle ne jure que par le chaos. Et ça fait que l'étiquette correspond pas au produit, et c'est déjà du chaos. » Je sais pas si ça, je sais pas si la pensée a été, je sais pas si t'as pensé à ça en l'écrivant, mais si c'est ça, c'est top notch, comme on dit quand on sait pas parler français de merde. J'ai écrit, il est évident que l'auteur adore ou déteste les chats, parce qu'il y a une vraie vie de chat à l'intérieur de Flynn, donc le chat, qui se transforme en lynx. J'ai pas parlé de ça, mais le moment où je me suis dit peut-être que ce livre va être bon finalement, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais sauter la moitié du roman à partir du moment où je vais avoir compris où est-ce que ça va et que je vais simplement m'excuser en disant j'ai pas pu le finir parce que c'était chiant. Et après j'ai eu la dédicace. Je vais pas vous dire ce que c'est la dédicace parce que sinon, sinon tous les jeunes auteurs qui vont vouloir me soumettre leur truc vont me faire la même. En lisant la dédicace, je me suis dit bon, ça va peut-être être bien. Et je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit familier avec mon travail. Parce que c'est pas, ça transpire pas le j'adore ton travail, merci de ton attention. C'est plus... bref, je vais pas vous dire ce que c'est, mais en tout cas, la dédicace, elle faisait vraiment... Et là, tu vois la dédicace, si tu dis du bien de mon livre, je te donne 800 €. Non. non, la dédicace, elle était... Elle est inventive, elle est... Bref, la dédicace était vachement bien, et c'est là que j'ai commencé à me dire... Bon, bah, il y a peut-être... ça va peut-être être bien, finalement. Et en fait, c'était vachement bien. Donc, je vais me lire. Je sais pas si c'est conscient, mais l'auteur esquive un souci que je rencontre dans presque tous les films et beaucoup de livres. Le héros ne dit pas la vérité, soit par omission ou en mentant directement, ce qui est frustrant, mais j'ai appris à m'en accommoder. Là, Lila expose la vérité très facilement et très simplement. Et du coup, des fois, ça se passe mal, souvent ça se passe bien, mais elle part pas du principe qu'il vaut mieux qu'elle mente ou qu'elle ne dise pas tout. Et c'est tellement agréable, vous savez, des détails à la con. L'exemple, moi, le dernier exemple qui m'a tué, c'est dans Batman v Superman, le moment où Batman et Superman sont face à face. Il aurait suffi que Superman dise à Batman « J'ai pas envie de t'affronter, mais Lex Luthor retient ma mère prisonnière, et du coup, il m'a demandé de le faire, j'ai pas le choix. » Ça réglait le conflit. Et vraiment, il y a un moment où ils se regardent et ils pourraient parler. Et ils décident de pas parler. Et tu dis, vous êtes cons. Et voilà. Donc ça, c'est un souci qui a été esquivé par le livre. Un truc très intelligent, c'est que tous les prénoms masculins sont des prénoms valises formés des noms des ancêtres. Et du coup, ils ont des surnoms pour simplifier la façon dont ils s'appellent. Par exemple, mes grands-pères s'appellent Jacques et Joseph. Du coup, dans cet univers-là, je m'appellerais genre Jacques F, un truc comme ça. Et du coup, mon entourage m'appellerait Jeff, quoi, pour faire plus court. Et j'aime beaucoup parce que ça crée des prénoms, tu sais, très improbables, mais en même temps, qui font prénom, quoi. Jacques F, ça fonctionne. Et le truc très élégant, c'est qu'il y a un orphelin qui doit se trouver son propre nom parce que personne l'a nommé, parce que c'est un orphelinat pas très sympa. Et il a le réflexe de faire ça, de mélanger des mots. Et je me dis, mais oui, bah bien sûr, parce il vit dans un monde où c'est comme ça, du coup, c'est bien sûr. Et voilà, c'est plein de petites bonnes idées comme ça. J'ai écrit page 147, quelque chose. C'est ce moment-là où je me suis dit, je suis obligé de lui mettre un A. J'en ai marre de ce gros chat de merde. Le moment où je me suis dit, je suis obligé de lui mettre un A, c'est alors page 147. Je sais pas ce qui se passe à la page 147, mais ça m'a frappé là. J'ai écrit que j'imagine sans aucune difficulté ce roman et cette saga avoir énormément de succès, des applis Facebook proposant de faire votre prénom en fonction de votre genre, parce que les garçons ont des prénoms composés de leurs ancêtres, mais les femmes ont des prénoms de plantes, c'est pour ça que le personnage principal s'appelle Lila par exemple. Donc j'imagine très bien les applis Facebook comme ça, des gamins et des gamines qui dessinent Orga et Aliel, donc les deux espèces de divinités, c'est pas des divinités, je rentre pas dans les détails, qui façon animation japonaise sur DeviantArt, une BD ou un manga, franchement, mais je visualise, en lisant, je visualisais tout très bien. Je me suis demandé pourquoi sur DeviantArt, il n'y a pas plein de Orga et Aliel, et j'ai rajouté page 172, et tellement de yaoi entre Vionel et Carson. Tellement de yaoi. Voilà, c'est deux personnages masculins qui... le premier incarne la justice droite et l'autre est un voleur, mais un voleur au grand cœur, et du coup ils apprennent à... Au départ ils se méprisent, mais ils apprennent à voir les qualités les uns chez les autres. Je me suis dit, oh putain, vous êtes tellement des personnages de fanfiction les gars. Bref, très fan. Très fan, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et c'est marrant parce qu'elle m'a envoyé les deux premiers tomes de sa saga, qui sont les deux seuls tomes qui sont sortis pour l'instant. Ça va être une saga en 5 tomes. Et en les recevant, je me suis dit... c'est gentil, mais tu présumes un peu, là. Tu présumes un peu de mon intérêt, c'est-à-dire... je vais lire le premier déjà, le deuxième...
je vais lire le deuxième. Je suis sûr et certain que je vais lire le deuxième. Peut-être pas le mois prochain, parce que j'aime bien, dans les fiches de lecture, j'aime bien proposer des trucs un peu différents à mon spectatorat, mon public, c'est ça le mot que je cherche. Mais c'est sûr, je vais lire la suite. J'ai fait 2 petits reproches qui sont toujours très, très chipotage. J'ai fait 2 petits reproches encore. Page 252, il y a la juxtaposition de Flynn, le chat, qui dit ouais, il faut que vous fassiez ça, et c'est jamais vraiment justifié, du coup ça fait un peu... faut que vous fassiez ça parce que l'auteur il a dit c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai écrit c'est un peu trop de scénariage, je suis sûr qu'il y a un meilleur mot pour ça. Et tu sais, c'est la main du scénario qui dit... là. Et il y a la juxtaposition donc de ça, de Flynn qui dit faut aller là, et Jazz, donc un des personnages, le petit frère de Lila, qui indique le chemin sans savoir pourquoi. Alors c'est magique, mais si tu veux, le fait que les deux éléments soient aussi rapprochés, ça fait un peu trop la magie du scénario. Et c'était un peu... j'ai trouvé ça un peu maladroit en le lisant. Vraiment, c'est du détail. Et page 268, il y a une scène où il arrive un truc entre Jazz et de l'eau, on va dire ça de manière aussi floue que possible pour pas spoiler. Et j'ai trouvé le suspense un petit peu mal construit. Il y avait du suspense, ça fonctionnait un peu, il y a eu une réaction émotionnelle de ma part. Elle aurait été mieux si ça avait... Bon, globalement, Jazz se retrouve en péril, il est sauvé in extremis, et sa sœur constate qu'il a été sauvé. Et la façon dont c'est raconté, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment... Jazz est en péril, on apprend qu'il s'en sort, on apprend comment il s'en sort, et on voit la réaction de sa sœur. Pour moi, ça aurait été plus efficace de faire « il est en péril », on voit la réaction de sa sœur constate qu'il s'en est sorti, et on apprend comment il s'en est sorti. Tu vois, ça aurait été mieux dans ce... Mais vraiment, là, je suis sur du chipotage de chipotage, donc je vais me contenter de vous dire, ça me fait du bien de vous dire que j'ai adoré un de vos romans, et du coup, bah, je vous encourage à continuer de m'en envoyer. J'en ai d'autres, j'en ai encore d'autres à lire. Je les lis en fonction... je les lis au fur et à mesure qu'ils arrivent, donc... là, je suis pris jusqu'à août, je crois, avec vos romans. Si vous voulez m'envoyer, il faut m'envoyer un mail, je vous donnerai l'adresse à laquelle vous pouvez m'envoyer. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. C'est très bon. Pour résumer l'épisode que nous venons de vivre, tout ça, je perds mes mots. Ça, c'est un cadeau de Noël qu'on m'a fait, les turbos classiques de Popézy et Eskimo Pêche. Et c'est vachement bien, je recommande à tous les amateurs de littérature. Ou alors chercher ces strips gratuitement sur internet, c'est bien aussi. Ce rêve bleu, une dystopie qui se passe dans l'univers d'Aladin, elle est vachement bien. Enfin, pas vachement bien, elle est bien. C'est bien, mais c'est dur. C'est beaucoup plus dur que le dessin animé. Dans le dessin animé, il y a personne qui meurt. Non, il y a personne qui meurt dans Aladin. Le temps du déluge, la suite du dernier homme de Margaret Atwood. Je sais pas si j'ai réussi à vous en faire une critique construite avec tout le bordel des chats. J'espère que... Enfin, je verrai au montage, hein, si j'ai réussi à vous dire des trucs intéressants. Putain, ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai adoré, vraiment très sympa. Et gros coup de cœur surprise, Les Enfants d'Aliel, tome 1, le grand éveil. C'est une auteure qui est pas... Voilà, je sais pas à quel point elle est connue. Je sais pas si elle est un peu connue, si elle est pas du tout connue, si elle est quand même un peu connue. Je sais pas du tout, mais en tout cas, si elle est pas connue, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous la présenter et de vous dire que vous pouvez y aller. C'est un plaisir à lire. La construction du monde et la description des personnages fait que ça passe. Il y a du charme, il y a beaucoup de charme dans ce livre et à la fois dans les personnages et dans l'écriture. Donc je vous les recommande. Bonne année. J'aurais pu commencer par ça, je viens de calculer que c'est la première vidéo que je tourne depuis le nouvel an, donc bonne année à tous, je suis nul à chier. Bonne année à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous quand... Alors, dépendant ce qui sort en premier, ça va être soit le 50-50 sur Link the Sun, soit mes pronostics pour le Royal Rumble. Donc de toute façon, on se donne rendez-vous bientôt pour parler soit cinéma, soit catch, on verra. Dans tous les cas, je vous suggère de rester abonné à Links of évidemment pour ne pas rater les prochaines fiches de lecture, les prochains points lecture. Vous pouvez également vous abonner à Link the Sun pour pas rater le prochain 50-50. Je vous rappelle que les gens se désabonnent de mes chaînes quand je sors une vidéo, donc si vous pouvez vous abonner, c'est quand même vachement plus sympa et plus encourageant pour moi. Encore merci pour votre temps et pour votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Ça c'est Gros Chat. C'est lui qui est très chiant. Hein, mon gros pépère. Tu sens le chat mouillé.